Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les profils types des victimes de pervers narcissiques. C'est peut-être votre cas, vous allez peut-être vous reconnaître dans cette liste. Parmi les 20 profils, il y aura peut-être vous. Cette vidéo va vous aider à mieux comprendre pourquoi vous avez été victime d'une personne perverse narcissique. Parce que les pervers narcissiques, hommes et femmes, sont des gens malhonnêtes qui veulent vous exploiter. Et le problème, c'est que pour exploiter quelqu'un, il faut un peu trouver la bonne poire, ok? Il faut vraiment trouver quelqu'un qui a le potentiel d'être exploité. Donc de deux choses, il faut que cette personne ait des ressources et il faut que cette personne veuille bien partager ses ressources. Donc il faut quelqu'un de généreux et il faut quelqu'un qui ait de la valeur. Donc là vous allez me dire, c'est cool Romain, j'ai de la valeur, je suis généreux, c'est génial. Oui, sauf que si vous ne savez pas protéger cette valeur, vous allez vous faire bouffer par des gens qui ne respectent pas les limites. On vous a peut-être déjà dit ça dans votre vie, que vous aviez du mal à mettre des limites aux gens. Et voilà, c'est peut-être ce que vous allez comprendre dans cette vidéo, quel est votre profil et pourquoi vous attirez les pervers narcissiques. Donc moi, je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de pervers narcissiques depuis déjà des années. J'ai coaché des centaines de personnes par téléphone, en vrai, à travers mes vidéos, à travers mes programmes. Et mon but est de vous offrir des vidéos comme ça gratuites pour vous aider depuis chez vous à vous défendre. Pour que tous ensemble, on crée un mouvement qui repousse les gens pervers narcissiques et qu'on les envoie un jour sur la Lune. Voilà, on fera une grande fusée, on les mettra dans la fusée, on les enverra sur la Lune et on sera tous très contents. Mais d'ici là, il faut apprendre donc à s'en protéger. Donc cette vidéo en deux parties, les profils types de victimes de PN en premier et en deuxième, on verra les profils types de pervers narcissiques pour bien comprendre à quel type de pervers narcissique vous avez affaire. Alors, le premier profil type de victime de PN, c'est le sauveur né. Ok, c'est la personne qui est toujours prête à aider, qui croit qu'il faut un peu réparer les gens, même ceux qui ne veulent pas changer. Voilà, on va dire les termes. On va dire les termes, c'est le syndrome de l'infirmière. D'ailleurs, dans notre exemple, on a Clara, infirmière, qui se dit qu'avec assez d'amour, son compagnon finira par arrêter ses critiques constantes. Donc, voilà, on va dire les termes, parce que là, il y a un big problème. Il va falloir dire les termes, il va falloir que ce soit quelqu'un qui vous le dise. Moi, je vais vous le dire, comme ça va être fait. Vous pouvez pas changer les gens. Ok, je sais que vous avez envie. Je sais que ce serait génial de pouvoir transformer les gens, de pouvoir prendre des gens un peu comme ça, un peu pas terribles, et de les transformer sur certains points de leur personnalité en des personnes beaucoup plus agréables, beaucoup plus généreuses, etc. Mais on peut pas. Et c'est un piège. Attention, là je suis vraiment sérieux sur ce mot. C'est un piège le fait que certaines personnes toxiques vous fassent sentir un peu que vous arrivez à les aider, que vous arrivez à les sortir de leur tristesse, de leur malhonnêteté, de leur comportement toxique. Et vous allez avoir une impression très agréable d'être un peu un sauveur ou une sauveuse quand vous allez aider ces gens toxiques. Le problème, c'est que c'est parfois un piège sur lequel ils vont jouer en vous faisant croire que vous avez du pouvoir, le pouvoir de les changer. Et en fait, ils font un petit peu semblant. Et c'est juste pour, comme ça, vous maintenir dans une illusion que vous avez du contrôle sur la situation et que vous pouvez réussir à transformer cette relation toxique en quelque chose de sain. Mais vraiment, l'illusion est très bien créée et malheureusement, cette personne, au fond, ça ne l'intéresse pas vraiment de devenir quelqu'un d'autre. Ça ne l'intéresse pas vraiment de devenir quelqu'un qui n'est plus exploitant envers les autres parce que voilà, c'est les stratégies de cette personne. Elle est perverse narcissique, elle exploite les autres et ça lui va bien. 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 Et vous allez venir avec toutes vos bonnes intentions pour cette personne. Et à un moment, faut le dire, on ne peut pas changer les pervers narcissiques. Le deuxième profil type de victime de pervers narcissiques, le perfectionniste ou la perfectionniste. Description: il cherche constamment à bien faire et attire ceux qui exploitent sa quête d'excellence. Exemple, Hugo, manager, accepte les reproches incessants de sa collègue en pensant qu'il n'en fait jamais assez. Hugo, qu'est-ce que tu fais là ? Tu as le droit d'être pas parfait, Hugo. Tu as le droit d'être un être humain, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de ne pas être à 100% de tes capacités tout le temps. Ce qui va se passer, Hugo, c'est qu'il y a des gens qui vont sentir ton perfectionnisme et qui vont l'exploiter.
Pourquoi? Parce que ton perfectionnisme peut potentiellement être en fait des insécurités qui parlent. Il y a deux types de perfectionnistes. Il y a le perfectionniste qui sait que dans certains projets, dans certains domaines de sa vie, il faut viser l'excellence parce que c'est très important. Imaginez demain, vous avez une opération du cœur que vous devez subir. Vous voulez un chirurgien perfectionniste. Vous voulez que le type il arrive et qu'il fasse l'opération à la perfection. Vous voulez faire entretenir votre voiture, vous avez besoin de changer les freins, il faut que ce soit installé à la perfection. Quand il y a des grands enjeux, on veut que les choses soient faites à la perfection. Et là, on veut quelqu'un de perfectionniste. Mais au quotidien, on s'en fout un petit peu. Pourquoi? Parce que le perfectionniste, son problème, c'est que c'est quelqu'un qui peut en fait être un petit peu insécure. Et qui, quand il réalise quelque chose qui n'est pas assez bien à ses yeux, il a peur qu'on lui reproche. Et c'est ce qui se passe dans cet exemple justement. C'est Hugo qui il accepte les reproches incessants. Pour lui, dans sa tête, quand on lui fait des reproches, il se dit « Ah ouais, je suis vraiment nul, je suis vraiment pas assez bien, etc. » Parce qu'en fait, Hugo, il a des attentes trop élevées envers lui-même. Et c'est un petit peu bizarre, mais il y a des gens comme ça qui ont des attentes trop élevées envers eux-mêmes et qui se mettent trop la pression. Vous avez déjà entendu cette expression quand on dit à une personne qu'elle se met trop la pression. Et bien, le côté ironique de ces gens-là, malheureusement, c'est que quand ils se mettent trop la pression, ils finissent par faire des burn-out et leur envie de faire parfaitement les pousse à ne plus faire rien du tout. Parce que quand on fait un burn-out, c'est terminado, on est finito pendant un petit temps, on doit recover, on doit se reconstituer ses forces. Et donc, Hugo, il faut que tu prennes en compte cette phrase qui dit « Si tu veux aller loin, tu dois ménager ta monture ». Et Hugo, ta monture, c'est toi-même, c'est toi ta propre monture. Troisième élément, troisième profil type de victime de pervers narcissique, c'est l'optimiste incurable. Alors il faut juste que je vous dise pourquoi Hugo attire les pervers narcissiques, j'ai un peu oublié de dire ça. Le truc c'est que le perfectionniste, on peut le presser. On peut le presser parce qu'on peut lui soumettre des attentes très élevées et il va les prendre en compte, il va les accepter. Ce sur quoi tu risques de tomber, Hugo, c'est des pervers narcissiques, des serial pervers narcissiques, c'est-à-dire des gens pervers narcissiques qui vont aller de victime en victime. Par exemple, si tu es dans le contexte du travail, tu vas tomber sur des patrons serial pervers narcissiques qui vont sans arrêt prendre des gens, les exploiter, les balancer, en prendre d'autres et on appelle ça le turnover. C'est quand dans une entreprise, il y a beaucoup de gens qui se succèdent à un poste parce que les attentes envers la personne qui occupe ce poste sont trop élevées. Donc tu risques de tomber là-dedans, il faut que tu fasses très attention. Troisième élément, l'optimiste incurable. Lui, il est foutu, il est incurable. Description, il voit toujours le meilleur chez les autres, même quand les signes de manipulation sont flagrants. Exemple, Julie, persuadée que son amie manipulatrice est simplement stressée par son travail. Donc là, on va avoir, comment on pourrait dire, on va avoir la personne qui veut absolument projeter du bien partout. J'ai un peu cette maladie-là, malheureusement. Je vais vous expliquer comment je la vis et comment je me suis rendu compte que je l'avais et comment j'essaye de m'en sortir. Parce que je ne dirais pas que je suis totalement guéri. En fait, le truc, c'est que quand vous avez cette maladie-là, déjà de base, vous êtes optimiste. Ça veut dire que dans un peu tout dans la vie, vous êtes optimiste. Vous faites des investissements financiers, vous vous dites « Ah, c'est sûr, ça va super bien marcher ». Vous rencontrez une personne dans le domaine amoureux, vous vous dites « Ah, c'est bon, c'est la personne de ma vie, etc. » Vous faites une nouvelle passion, « Ah, c'est génial, je vais faire cette passion, je vais aller jusqu'au bout, etc. Je vais faire tous les trucs. » En fait, vous avez un côté de votre personnalité où vous vous attendez au meilleur. Vous vous dites « Voilà, j'imagine ce qui pourrait se passer de mieux dans la vie et ça va sûrement m'arriver. » Le problème, c'est que vous allez aussi potentiellement le projeter sur les autres. Ça, c'est pas un problème en soi, parce que dans les autres, il y a du bon et du mauvais. Mais le problème, c'est que vous allez supposer à des gens qui ont des mauvaises intentions, des bonnes intentions. Et donc, au début, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut partir avec de l'optimisme dans les relations. Mais quand vous vous rendez compte que la personne, en fait, elle vous la met à l'envers, une fois, deux fois, trois fois, etc., là, il faut changer de stratégie. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit, c'est en anglais, hein, c'est « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me ». Ça veut dire, grosso modo, si tu me prends pour un gogol, eh ben, tu es une mauvaise personne. Mais si
moi je me laisse avoir par ça. Tu me prends pour un gogol 18 fois de suite, ben en fait c'est moi qui suis gogol. Voilà, c'est moi qui suis un peu bête parce que je me laisse avoir sans arrêt. Et donc, ce qui va être difficile, ça va être un moment de vous dire, ok, je dois couper je dois couper les coups en fait dans cette relation. Je dois faire en sorte qu'à un moment, cette personne qui se fout de moi, je lui coupe le truc. Je deviens froid en fait avec elle. Je n'accède plus à cette demande, je ne réponds plus, je ne réagis plus, je deviens froid en fait, tout simplement. Et ça, quand vous êtes optimiste, vous avez du mal à le faire parce que ce qui va se passer, c'est que vous vous dites ah, mais j'ai pas envie de faire la tête à cette personne, j'ai pas envie de me disputer, voilà, ça me dérange pas tellement qu'elle se foute un petit peu de moi, etc. Parce qu'au fond, cette personne, elle a pas l'air méchante, etc. En fait, vous trouvez des excuses aux gens. C'est la maladie de je trouve des excuses aux autres sans arrêt. Et vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous voulez. C'est juste une vidéo qui explique des trucs sur les pervers narcissiques et sur les victimes. Mais le petit conseil que je peux vous donner, c'est que comment est-ce que je pourrais dire? Quand les gens comme ça voient que vous vous faites avoir, ça fait pas bien. Ça fait pas bien parce que vous avez l'air en fait d'une personne un peu faible, pour être tout à fait honnête. Et le truc, c'est que quand on vous perçoit comme quelqu'un de faible, il y a des gens potentiellement qui vont arrêter de vous respecter. Et s'il y a un mouvement comme ça parmi les gens autour de vous qui se crée et vous vous rendez compte que en fait, il y a plusieurs personnes autour de vous qui arrêtent de vous respecter, vous risquez tout doucement de devenir le ou la bouc émissaire des groupes. Et donc, c'est important de faire sentir à la personne qui se fout un peu de vous, même si c'est léger, que derrière vous avez compris et que vous allez réagir. Et c'est très important, parce que sinon, ça peut rapidement évoluer et en fait, vous devenez le ou la bouc émissaire. Quatrième type de victime de pervers narcissique, l'empathique profond. Description, il ressent les émotions des autres si intensément qu'il en oublie ses propres besoins. Exemple, Paul, qui pardonne à son frère de l'humilier parce qu'il a eu une enfance difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement? On a une personne qui se fait bouffer par son empathie. Pourquoi? Parce que cette personne, on lui a peut-être dit que il fallait absolument être empathique, et elle est empathique. Donc, elle a cette espèce de truc, ce super pouvoir, parce qu'on va l'appeler comme ça, et elle se rend compte que ce super pouvoir n'est pas partagé par tout le monde. Les gens, ils ne sont pas forcément empathiques. Et donc, on va avoir des gens comme ça qui vont comprendre qu'ils sont très empathiques et qui vont en faire une grosse partie de leur identité. Et qui vont parfois se dire, moi, je vais être la personne empathique et je vais combler pour tous ceux qui ne sont pas empathiques. Et vous avez comme ça justement une personne qui va porter une croix trop lourde au fond, parce que elle va se dire moi je vais être celui ou celle qui va être un humain bon, et je vais offrir ce cadeau que j'ai en moi de l'empathie aux autres. Et à la rigueur, c'est une bonne idée. Le seul problème que vous allez avoir, c'est que si vous faites ça sans discernement, c'est-à-dire si vous donnez votre empathie à tout le monde, vous allez vous faire défoncer. Vous allez vous faire défoncer, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont, comme ça, sniffer l'empathie. Ils vont être là en mode, oh là, ça sent l'empathie ici. Oh là là, cette personne-là, elle a l'air un peu trop gentille. Là. Ouh. Et ces gens-là, ils vont venir comme ça, et ils vont vous poker tout doucement. Ils vont comme ça, faire des petits pocs. Ils vont vous faire des petits trucs, des petits machins, des petites remarques, des petits... Oui, ils vont vous titiller un petit peu. Et si vous réagissez avec empathie, quand une personne vous titille, quand quelqu'un vous fait ça, et que vous faites comme ça, je te donne... Oh, tu me donnes de l'agression? Oh, je vais te donner de l'amour. Je vais être celui qui donne de l'amour, parce qu'il y a tellement de gens qui donnent de l'agression sur cette terre. Si vous rentrez dans ce jeu, Dieu ait pitié de vous. Dieu ait pitié de vous, parce qu'un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas capable d'agression. Et c'est ça qui est super important. Vous n'êtes capable que d'amour et vous n'êtes pas capable d'agression. Et donc, vous aviez peut-être pensé qu'en ne donnant de l'amour qu'aux autres, vous ne récupéreriez que de l'amour. Mais en fait, l'horreur, c'est que vous récupérez beaucoup d'agression. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en fait
sentir que vous n'êtes capable que de ça, que d'amour, pas d'agression, et qui vont venir se défouler sur vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle machiavéliques, ce sont des gens qui sont devenus cyniques parce qu'ils ont été harcelés dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont été dans des situations dans lesquelles ils n'avaient pas de pouvoir et quelqu'un avait du pouvoir sur eux et cette personne les harcelait et eux ils ne pouvaient pas se défendre en retour, donc ils sont devenus machiavéliques. Ils ont appris à s'adapter à des situations sociales dans lesquelles ils n'avaient pas de pouvoir et ils ont appris du coup à devenir très manipulateurs. Et le problème c'est que ces gens-là ont emmagasiné beaucoup de haine envers les autres et ils vont chercher quelqu'un, un bouc émissaire sur lequel ils vont pouvoir exprimer leur haine. Ils vont pouvoir comme ça dégager leur haine qu'ils ont accumulée pendant que eux étaient les boucs émissaires. Un petit peu comme si voilà, il y avait un espèce de truc qui se filait de l'un à l'autre comme une espèce de maladie. Et donc, votre gros problème, c'est que si vous n'êtes pas capable d'agression, c'est fini pour vous. Alors, je vais vous expliquer ce que veut dire agression. Ça ne veut pas dire forcément comme ça, prendre un couteau et comme ça, balancer des couteaux sur tout le monde. Ça veut dire simplement, une agression, ça veut dire que quand on vous fait de la violence, vous êtes capable de réagir de manière proportionnée. Si par exemple quelqu'un vous dit ah bah voilà j'en sais rien, ça peut être un petit truc, hein, quelqu'un vous dit bah tiens, on imagine quelqu'un qui me regarde et dit oh bah Romain, toi t'as vraiment un grand nez comme ça avec ton grand nez un peu bizarre et tout, et bah moi je peux dire à la personne bah ouais moi j'ai un grand nez et toi je sais pas, t'as un gros cul ou un truc comme ça. C'est proportionné, vous voyez, ça rentre dans un échange qui est pas très agréable. On va pas se cacher, c'est pas les trucs les plus jolis qu'on peut se dire, mais ça rentre dans un échange où il y a quelque chose qui s'égalise en fait. Et ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas une surenchère derrière. Quand vous êtes capable de répondre à la violence qu'on vous fait par quelque chose d'équivalent, c'est là que vous vous assurez qu'il n'y ait pas une surenchère derrière. Parce que la personne qui va venir vous voir, qui va vous dire « t'as un grand nez », après elle va vous appeler « ah, le grand nez, le grand nez, le grand nez ». Et puis ensuite, ça va être des trucs à la con, genre, j'en sais rien moi, elle va vous donner des coups de coude, comme ça. Et puis un jour, elle va vous cracher dessus. Et puis un jour, elle va vous voler. Et puis en fait, ça va jamais s'arrêter. C'est ça le problème de l'empathique profond, c'est qu'il se fait bouffer parce qu'il ne sait pas comment mettre un stop à ces violences. Et comme il ne sait pas comment gérer la violence, ce qui va lui arriver, c'est que parfois, il va laisser trop faire. Et puis, il va un peu péter un plomb, l'empathique profond, et il va faire un truc qui est complètement disproportionné. C'est-à-dire, on va l'appeler grand nez. Enfin, on va lui dire une fois, ah, t'as un grand nez. Ensuite, on va l'appeler grand nez. Ensuite, on va le bousculer un peu. Et l'empathique profond, il va péter un plomb. Et il va là prendre un couteau et il va buter tout le monde parce qu'il en a marre, tout le monde comme ça le persécute parce qu'il ne sait pas se défendre et donc il réagit de manière totalement disproportionnée. Donc c'est toujours ça qui est intéressant à comprendre dans la violence, c'est que il faut que ce soit proportionné, il faut que ce soit bien proportionné. Cinquième élément, le confiant naïf, c'est le cinquième type de victime de pervers narcissique. Description. Il fait facilement confiance, sans envisager que certains puissent avoir de mauvaises intentions. Alors juste, je voulais vous dire les amis, je vous ai mis dans ma description ma boutique. Je vous invite à aller la voir, parce qu'il y a un programme gratuit pour tout le monde en ce moment, les secrets des pervers narcissiques, avec un code promo. Je crois que le code promo c'est AMOUR, A-M-O-U-R, qui vous donne droit à 10 € offerts sur n'importe quel programme de la boutique. Et vous avez des programmes pour détecter les pervers narcissiques, devenir insensible aux pervers narcissiques. Et vous avez même en ce moment, pour l'achat de n'importe quel programme, même ceux qui sont à 29 € et qui passent à 19 € avec le code promo, vous avez un programme qui coûte normalement 97 € qui est offert. C'est Narc Freedom, comment se libérer des pervers narcissiques pour toujours. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est sur mon site romainsimard.com, le lien est dans la description. Tout est garanti satisfait ou remboursé, donc si vous trouvez ça pas ouf, vous pouvez simplement demander un remboursement. Vous avez 30 jours pour le faire, c'est comme sur Amazon. Donc voilà, c'est le travail de beaucoup de ma vie que j'ai mis dedans et que j'espère pouvoir vous mettre à disposition de manière efficace. Voilà. Cinquième élément, le confiant naïf. Il fait facilement confiance sans envisager que certains puissent avoir de mauvaises intentions. Exemple, Elodie, qui prête toujours de l'argent à son ex toxique, convaincu qu'il remboursera un jour. Bon, Elodie, à un moment, il faut mettre fin aux pertes. Et dans ton processus de mettre fin à cette perte,
tu vas devoir faire quelque chose. C'est que tu vas donner de l'argent à ton ex pendant tout un temps, ton ex toxique, et tu lui donnes en te disant qu'un jour il va te rembourser. Le principe, c'est que un jour, il va falloir que tu admettes qu'il ne va pas te rembourser. C'est-à-dire que tu vas devoir conscientiser la perte liée à cette relation. Parce que pour l'instant, tu ne l'as pas encore conscientisé. Pour l'instant, tu es toujours dans l'espoir, tu es toujours dans la confiance. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu te dis, il va me rembourser. Il va me rembourser. Et donc un jour, ce qui va se passer dans ta tête, c'est que ça va cliquer comme ça. Tu vas lui demander de te rembourser, il va pas le faire. Tu vas lui trouver des excuses, etc. Le temps va passer. Et puis un jour, peut-être que toi, tu n'auras plus trop de sous et tu iras voir ton ex toxique en lui disant, voilà, il faut vraiment là que tu me rembourses parce que j'ai trop besoin de sous, j'ai plus de sous, etc. Et tu verras qu'il ne le fera pas. Même si tu es dans une situation difficile, tu verras que là, tu prêtes sûrement, tu donnes de l'argent à ton ex toxique parce que tu vois qu'il est dans une situation que tu estimes difficile. Et le jour où toi-même, tu seras dans une situation pire que ça, et que tu iras le voir en lui demandant l'argent qu'il te doit, il te dira non. Et donc tu verras qu'il ne te donne pas ce que toi tu lui donnes. Tu vois qu'il est dans une situation difficile, toi peut-être que ça va, tu l'aides, un jour ce sera pire pour toi que pour lui, tu lui demanderas de l'aide et tu verras que lui ne le fait pas la même chose pour toi. Et donc tu mettras en conscience cette perte. Tu vas y réfléchir et tu vas rayer dans ta tête ce que tu lui as donné. Tu vas dire, je lui ai donné tout ça, il me le rendra jamais, allez c'est bon, je passe à autre chose. Attention, là je te le fais en mode facile, en mode c'est bon, je passe à autre chose. Toi, ça va pas du tout être comme ça, Elodie. Ça va te faire mal au bide. Ça va te faire mal au bide parce que tu vas simplement, en fait, tu t'es fait avoir, en fait. Tout simplement, tu t'es fait avoir et t'as pas encore pris conscience de ça. Et quand tu en prendras conscience, c'est là où tu pourras passer à autre chose. Et surtout, tu pourras changer ton comportement à l'avenir. C'est-à-dire que c'est triste, mais tu feras moins confiance aux autres. Ou tu feras mieux confiance, dans le sens où tu feras confiance aux personnes envers qui tu penses pouvoir donner de la confiance. Le but de la vie, c'est pas de regarder les vidéos sur les pervers narcissiques et se dire, parce que j'ai eu ça des fois, des gens comme ça qui me disaient, Romain, moi j'ai plus confiance en personne, je les avais en coaching, et puis ils me disaient, voilà, moi j'ai plus confiance en personne, tout le monde est pervers narcissique, etc. Et je leur disais, peut-être que tout le monde n'est pas pervers narcissique non plus. Peut-être que tout le monde n'est pas pervers narcissique non plus. Mais ils étaient en fait dans des périodes où ils conscientisaient les pertes qu'ils avaient eues dans leur vie à cause des pervers narcissiques. Et donc ils étaient en mode, voilà, ils avaient mis la main sur la plaque de cuisson, ils ont été brûlés et ils sont en mode, ouh, je toucherai plus jamais une plaque de cuisson de ma vie, maintenant c'est micro-ondes tout le temps. Et un jour, ils ressortent de là et ils se disent, ah ok, en fait, il faut faire d'une certaine manière pour faire confiance aux gens, il faut regarder un petit peu qui ils sont, il faut essayer de voir leur comportement, il faut essayer de... Voilà, il y a des petits trucs que vous pouvez mettre en place. 6e élément, le rêveur romantique. Description, obsédé par l'idée de trouver le grand amour, il ignore les drapeaux rouges. Exemple, Mathieu qui croit que son partenaire possessif est juste trop amoureux. Donc qu'est-ce qui se passe exactement ? On a Mathieu qui, bon là il est homosexuel, il est amoureux d'un homme et le truc un peu bizarre, c'est que c'est pas si différent apparemment des relations hétérosexuelles. Il m'est arrivé d'avoir plusieurs personnes en coaching qui étaient homosexuelles, des hommes et des femmes, et en fait, sincèrement, dans ce qu'ils me racontaient, je voyais pas tellement la différence avec les autres histoires qu'on me racontait. Donc, il y avait pas de... C'était juste, ça changeait il ou elle, mais à part ça, dans les comportements de la personne narcissique, ça changeait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Vous allez avoir le rêveur romantique qui ignore ce qu'on appelle les red flags. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est dans dans toutes les idées, dans tous les concepts qui tournent autour du dating, il y a ce qu'on appelle les red flags, c'est-à-dire vous rencontrez des gens sur des sites de rencontres, etc., des applications ou dans la vraie vie. Et quand vous rencontrez des gens, vous avez les fameux red flags, les drapeaux rouges, qui sont des trucs que on se dit, c'est pas très bien qu'il y ait ça. Par exemple, vous avez une personne,
je vais vous dire, des red flags de une personne que vous rencontrez, et puis, j'en sais rien, vous allez au restaurant et vous voyez, elle parle mal des gens. Par exemple, vous la rencontrez pour la première fois, elle vous dit, ah ouais, comment dire, par exemple, je sais rien, la personne est méchante avec le ou la serveur, le serveur ou la serveuse. La personne, comment dire, passe son temps à se plaindre. La personne, elle est, comment on pourrait dire, je sais pas ce qu'il y a comme red flags, moi. Elle arrête pas de se vanter tout le temps. La personne, ouais, c'est des trucs comme ça en fait qu'on est censé compter. On est vraiment censé bêtement se dire, ok, red flags, la personne a fait ce truc, a fait ce bidule. Et en fait, c'est censé nous aider. Parce qu'on est dans le contexte de l'amour et de la rencontre, c'est censé nous aider à garder un peu une certaine objectivité. À pas se dire justement, comme Mathieu, genre, oh ouais, c'est la personne de ma vie, etc. En fait, Mathieu, ce qui lui arrive, c'est qu'il est amoureux, ok, donc dans sa tête, dans son cœur, tout ça, il est blindé d'oxytocine, l'hormone de l'amour, et donc il a confiance. La confiance, elle est au max, au max, au max, au max, et il voit pas les red flags. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Il est aveugle, l'amour rend aveugle. Et donc, il oublie de regarder tous ces petits détails-là, qui sont pourtant importants. Pourquoi? Parce que Mathieu, quand ça fait 10 ans qu'il est avec son partenaire amoureux, il est plus amoureux de la même manière. Il n'y a plus le même truc, ok? Il est plus blindé d'oxytocine dans sa tête. Et donc maintenant, il est peut-être coincé avec la personne. Il est peut-être marié, il a peut-être acheté des trucs en commun, etc. Il est peut-être vraiment coincé avec cette personne. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il doit devoir se vivre avec cette personne qui a les red flags et qui est peut-être pas si sympa que ça en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant au début de la relation de se dire objectivement, cette personne fait ça, est-ce que si j'étais pas en mode love d'elle, j'accepterais ça? Est-ce que j'accepterais ça ou pas? C'est un vrai travail difficile qui se fait pas forcément dès les premières fois où on tombe amoureux, mais qui se fait après, parce qu'on est là en mode ouais, je me suis déjà fait avoir là. Je vais pas me faire avoir encore 50 000 fois comme ça. Septième élément, septième victime type des pervers narcissiques, le caméléon social. Description, il s'adapte pour plaire à tout le monde, devenant une proie facile pour les manipulateurs. Exemple, Sarah, qui change ses goûts et ses opinions pour correspondre à ceux de son patron manipulateur. Sarah, tu as un problème. Tu n'as pas défini une identité forte que tu peux t'approprier. Et donc, tu es extrêmement vulnérable à ce que les autres vont projeter en toi. C'est-à-dire que les gens vont sentir que tu n'as pas défini cette identité stable qui est censée s'opposer au monde. Donc, tu ne t'opposes pas assez au monde qui t'entoure. Les gens vont le sentir et ils vont venir à poser sur toi ce qu'ils voudraient que tu sois. Le problème, c'est que tu vas te rendre compte que les gens, différentes personnes, attendent de toi que tu sois différentes choses, et donc tu vas être un espèce de caméléon social où tu vas changer comme ça sans arrêt. Donc déjà, on va dire la vérité, tu vas avoir l'air un peu bête des fois, parce que tu vas te rendre compte que quand tu es avec plusieurs de ces personnes en même temps qui attendent chacune une chose de toi et que tu essaies de leur plaire à tous, au final, tu ne plairas à personne. C'est l'ironie. Il y a beaucoup d'ironie dans la vie, et une des choses très ironiques, c'est que quand on essaie de trop plaire aux autres, on leur plaît pas. Parce que il y a un côté fake. Il y a un côté fake. Et à la rigueur, essaie de voir au fond de toi ce qui te correspond, et même si tu en as honte, même si tu trouves que c'est nul, même si on se moque de toi, même si tout ça, à la rigueur, own it. Les Américains, ils disent ça. Ils disent own who you are. C'est-à-dire, assume qui tu es, en fait. Et à la rigueur, ça, c'est l'autre ironie. Même si t'es méga bizarre, même si t'es bizarre, tu vois, par rapport à la norme des gens, même si t'es bizarre, si tu own it, c'est là qu'on va t'aimer. Parce que du coup, t'es unique, en fait. Si tu own it, tu passes de bizarre à unique. Mais il faut que tu own it. Il faut que tu te l'appropries. Il faut que tu l'acceptes. Et il faut que tu le vives, en fait. Et c'est là où tu passes de quelque chose de nul, c'est-à-dire un peu la bizarre comme ça et tu sais pas trop quoi faire, à quelque chose de beaucoup plus unique et rare. Et donc, du coup, un peu désiré, par extension, en prenant possession de ce que tu es.
c'est à cet instant-là que tu te fais aimer par les autres. Mais à travers ce moment-là, il faut que tu aimes ce que tu es aussi. Tu ne pourras jamais te faire aimer par les autres si tu ne commences pas à aimer ce que tu es toi-même. Donc le problème souvent se pose ici. C'est est-ce que tu aimes ce que tu es? Et déjà, tu dois réfléchir à ce que tu es, tu dois le regarder en face. Et ensuite, tu dois oser regarder ce que tu es en fait. Tu dois oser regarder ce que tu es réellement. Et puis, tu verras bien si tu l'aimes ou pas. On n'aime pas tout. Hein. Chez nous, il y a des trucs qu'on n'aime pas. C'est comme ça. Hein. C'est pas, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais si tu es vraiment dans une espèce de blocage vis-à-vis de ton identité, ça va se ressentir et ça va être. Il va y avoir un petit truc malaisant en fait. Il va y avoir un petit truc. Tu vas pas réussir à prendre ta place en fait. Tu vas être un peu genre trop malléable. Après, tu peux vivre toute ta vie comme ça. Tu fais ce que tu veux, hein. Comment elle s'appelle, Sarah? Tu fais ce que tu veux, Sarah. Mais c'est dangereux parce que à un moment, tu vas péter les plombs et tu vas vouloir t'émanciper de la masse, en fait. L'être humain, il a besoin, à certains moments, d'être avec les autres. Et à d'autres moments, il a besoin de dire « Fuck les gars, fuck les filles, vous me gonflez tous, je veux simplement être... Je veux m'extirper, en fait. Je veux m'individuer. » Et tu vas avoir peut-être ce truc-là à un moment de ta vie où tu vas vouloir t'individuer et tu vas un peu te chercher, etc. Et à la rigueur, vaut mieux le faire le plus tôt possible parce que au moins tu as trouvé et au moins tu peux vivre ce que tu es. C'est trop chiant de faire ça à la fin. Il paraît que le top regret des gens qui sont à la fin de leur vie, c'est de ne pas avoir osé être qui ils sont réellement. Donc, Sarah, autant le faire au début. À moins que tu sois comme Benjamin Button, que tu vives à l'envers. 8e élément, l'ambitieux impressionnable. Description. Il admire les personnes charismatiques et se laisse facilement influencer. Exemple, Lucas, fasciné par un mentor toxique qu'il exploite sous prétexte de lui apprendre la vie. Que puis-je te dire, Lucas? Prends ce que tu peux auprès de ton mentor et ensuite passe à un autre mentor. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des gens dans notre vie qui ont tellement de... Comment ça s'appelle? Qui ont tellement de capital. Ça peut être différents capitaux, hein. Ça peut être intellectuel, ça peut être social, ça peut être physique, etc. Il y a des gens, ils ont tellement de capital qui nous captivent. Et si tu es ambitieux, Lucas, effectivement, tu vas vouloir comprendre comment toi aussi générer ce capital. Et donc, tu vas vouloir copier un peu ton mentor. Et parfois, tu vas te rendre compte que ton mentor, il n'est pas parfait, tout simplement. Donc, take the best and leave the rest. C'est-à-dire, c'est comme un buffet à volonté. Quand tu vas à un buffet à volonté, il y a une tonne de différentes bouffes, et tu prends pas tout, tu prends juste ce qui t'intéresse, et le reste, tu le mets de côté. Et c'est pareil, si ton mentor il est un peu narcissique, tu prends juste ce dont tu as besoin, et ensuite tu passes à la suite, tu restes pas piégé avec. Évidemment, la solution ultime étant d'avoir plusieurs mentors en même temps pour pouvoir être diversifié. 9e élément, 9e type de victime. Profil type de victime de pervers narcissique, c'est le solidaire fidèle. Description. Il est très loyal et il a du mal à couper les ponts, même quand il est maltraité. Anaïs qui reste amie avec une collègue manipulatrice parce qu'elle ne veut pas l'abandonner. Donc là, tu vas avoir quelqu'un comme toi, Anaïs, qui est un peu en mode victime de ta fidélité. Et évidemment, les gens aiment les gens fidèles parce que le personnage fidèle dans les films, dans les séries, dans la vie, c'est celui sur qui on peut compter. Le problème, c'est que là, cette personne, Anaïs, elle va te tirer vers le bas. Et surtout, elle va te bouffer toute ton énergie. Énergie que tu aurais pu donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui aurait été mieux pour toi. Parce que là, tu es sur une collègue manipulatrice. Et tu ne veux pas l'abandonner. Parce que tu as ce côté genre où tu es attaché en fait. Mais des fois, il faut fermer les yeux. C'est difficile, hein. Et il faut comme ça se détacher, même si ça fait mal. Même si tu n'as pas envie. Des fois, il faut avoir cette force mentale de casser, de couper la chaîne, même si tu n'as pas envie. Mon image sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, c'est une chaîne comme ça, la photo de... Pas de profil, mais la photo de bannière. C'est une chaîne parce que j'ai voulu mettre quelque chose de symbolique. Et c'est une chaîne en fer, en métal en tout cas. Et on la voit qui se casse avec des éclats un petit peu partout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même une chaîne qui est très solide, on peut la casser. Et c'est important de la casser. Parce que sinon, tu vas couler avec cette personne. Tu vas te faire bouffer par cette personne.
et tu vas le regretter parce que la vie est courte. 10e élément, le solitaire en quête de compagnie. Description, se sentant seul, il accepte n'importe quelle relation, même toxique, pour combler le vide. Exemple, Damien qui tolère les insultes de sa petite amie pour ne pas être célibataire. Donc on a Damien qui a simplement peur de la solitude en fait, parce que il a peur de quoi, ce petit Damien? Il a peur de la séparation. Parce que dans la séparation, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial, c'est ce qu'il y a après la séparation qui arrive, c'est le vide. Le vide qui va être mal vécu par les gens, peut-être plus aujourd'hui qu'avant, parce que le vide, on n'a pas appris à l'apprivoiser en fait. C'est-à-dire qu'on le vit comme étant quelque chose de tyrannique. C'est-à-dire, dans la vie aujourd'hui, il faudrait toujours faire quelque chose, toujours regarder une vidéo, toujours faire un truc, toujours être pop, comme ça, etc. Et on n'a jamais le temps de réfléchir. Et le problème, mon petit Damien, c'est que quand tu vas te retrouver seul, c'est le moment où tu vas commencer à réfléchir. Tu vas faire ce qu'on appelle une introspection. Tu vas réfléchir sur toi, sur ta vie, ce qui s'est passé. Tu vas faire des petits calculs comme ça. Tu vas essayer de prédire l'avenir, de te dire ok, bon, je vais faire ça, ensuite machin. Bref, tu vas être dans un moment, dans un espace-temps, on va dire, où tu vas te retrouver seul avec toi-même et tu vas comme ça un peu essayer de réfléchir. Et donc, une des raisons pour lesquelles les gens ont peur de ce vide et de cette solitude, c'est parce que quand ils se retrouvent seuls à réfléchir, ils souffrent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes non résolus dans leur vie. Des vieux traumatismes d'enfance, des peurs, des trucs qu'ils ont, des casseroles qui traînent, des problèmes qu'ils n'ont pas résolus. Et donc quand ils se retrouvent seuls à rien faire, ils sont en proie à toutes leurs angoisses et à toutes leurs émotions négatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement pour toi, mon très cher Damien? Il va falloir que tu fasses un travail de fond pour comprendre d'où vient cette souffrance que tu ressens lorsque tu es seul, lorsque tu es dans un moment de vide. Et il va falloir que tu cherches à comprendre ces souffrances et bien sûr que tu les atténues. Mais tu vas voir que rien qu'en les comprenant, généralement, ça va les atténuer. Donc tu as un gros travail en fait. C'est pas juste que tu es seul et voilà, t'es pas bien, etc. machin. T'es pas bien et en fait, c'est pas tout à fait normal parce que tu devrais pouvoir te débrouiller seul. Tu devrais pas être terrifié par l'idée d'être seul. Mais il se peut que tu aies tellement de problèmes non résolus et souvent des problèmes psychologiques, il ne faut pas se dire c'est des problèmes psychologiques, je suis un barjot, etc. Des problèmes psychologiques, ça peut être des trucs bêtes. Ça peut simplement être que on vous a jamais dit, voilà, vous avez une personne de votre famille qui vous a pas assez reconnu, qui vous a pas dit je t'aime. Ça peut être un truc, voilà, vous avez toujours eu le regret de jamais avoir fait telle ou telle étude, etc. Ça, j'ai pas dit vous étiez full schizophrène. Ça veut juste dire que vous avez des trucs dans votre tête qui sont là et il va falloir à un moment s'en occuper. 11e élément. Le survivant résilient, description, habitué aux épreuves, il pense qu'il peut supporter n'importe quoi, même la toxicité. Exemple, Marion qui minimise les abus émotionnels de son partenaire en se disant qu'elle a déjà survécu à pire. Donc ça, c'est les gens que j'ai en coaching qui me disent Romain, comment je peux faire pour ne plus souffrir avec la personne perverse narcissique. Donc j'avais créé un programme, il est toujours disponible, qui s'appelle Comment devenir insensible au pervers narcissique, dans lequel je mettais le maximum de choses, de techniques efficaces pour réaliser cela. Le problème, c'est que c'est bien sûr efficace dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez quelqu'un qui est giga pervers narcissique avec vous et qui tous les jours est sordide et odieux envers votre personne, voilà. Vous êtes humain, donc vous avez des sensations, vous avez des souffrances qui vont arriver à vous quand vous allez vous exposer à certaines choses. C'est-à-dire que dehors, vous sortez, il fait moins 10 degrés, vous allez avoir froid. Ok ? S'il fait trop chaud, vous allez avoir trop chaud. Si vous mettez la main dans l'eau bouillante, ça va vous brûler. Ok ? Il y a un chat qui vous griffe, ça va vous faire saigner, ça va vous faire mal. On ne peut pas à un moment se soustraire aux sensations de souffrance vécues par notre corps. On peut dans une certaine mesure les apprivoiser, mais elles seront toujours là. Et on peut aussi changer la perspective que l'on a sur ces souffrances. Maintenant, je ne te cache pas Marion, à un moment, le meilleur truc pour éviter la souffrance, c'est quand même d'éviter réellement la souffrance. Si dehors, voilà, il fait moins 10 degrés,
je peux comprendre, tu as envie d'aller dehors, tu as envie de vivre ta vie comme tu voudrais, tu n'as pas envie de changer tes plans. Ok, mais à un moment, est-ce que tu es obligé d'aller dehors par moins 10 degrés? Pas forcément. Pareil pour ta relation avec la personne perverse narcissique. Est-ce que tu es obligé d'aller avec cette personne? Pas forcément. Est-ce que c'est plus pratique dans la situation dans laquelle tu es là maintenant aujourd'hui de continuer à aller avec cette personne? Probablement. Tu t'es rendu compte que tu avais un certain nombre de choses à mettre en place pour quitter, remplacer cette personne, recréer une nouvelle relation, etc. Peut-être que tu as créé ta vie aujourd'hui et dans cette vie, il y a un élément central, c'est la personne perverse narcissique. Et tu n'as pas envie là dans l'immédiat de t'en séparer parce que ça causerait énormément de soucis, ça te demanderait beaucoup d'efforts pour réimaginer ta vie sans cette personne. Le problème, c'est que cette personne, elle te fait souffrir. Donc, tu es un peu coincé entre les deux. Donc, n'hésite pas. Bon, je disais n'hésite pas, c'est un personnage fictif là, mais si vous vous reconnaissez dans cette situation, n'hésitez pas à faire le programme pour devenir insensible au pervers narcissique. Moi, dans mon idée, comment je l'ai créé, je me suis dit, c'est ce qui va permettre aux gens de tenir un peu plus longtemps et notamment le temps qu'ils puissent trouver peut-être des solutions pour s'éloigner de la personne toxique. 12e élément, l'intellectuel déconnecté. Description très rationnelle, il justifie les comportements toxiques au lieu de les ressentir comme des agressions. Exemple Thomas qui analyse les critiques de sa compagne comme des retours constructifs. Bon, dis donc mon petit Thomas, qu'est-ce qu'on peut te dire exactement? En fait, le problème de Thomas, c'est qu'il est trop logique en fait. Il est trop logique, il est trop en mode aussi rationalisation. C'est ce qu'on appelle c'est un espèce de biais cognitif, c'est-à-dire une espèce de bug de l'esprit, la rationalisation, où il va nous arriver des choses au quotidien et on va faire en sorte de se dire que c'est normal grâce à un petit tour de passe-passe de la pensée. C'est-à-dire, on va utiliser notre cerveau rationnel pour justifier les souffrances que l'on vit. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que si on utilise ça encore et encore et encore, notre vie va plonger. Et nous, on va être là en mode oui, c'est bon. Sauf que ça ne va pas. La rationalisation, elle est très dangereuse parce que, notamment quand vous avez des personnes qui sont assez intelligentes, vous allez facilement l'utiliser. La rationalisation, c'est un outil qui permet de créer des histoires. Ça permet de créer des histoires. Donc, si vous êtes intelligent et créatif, vous allez vous créer des histoires pour justifier votre vie. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous avez un parent pervers narcissique qui vous tapait dessus quand vous étiez petit. Vous allez vous dire, c'est tout à fait normal, c'est parce que cette personne, voilà, elle aussi, on lui a tapé dessus quand elle était petite, et donc voilà. Et en fait, à la rigueur, c'est même pas forcément faux. C'est même peut-être une bonne explication. Vous allez peut-être même vous dire, voilà, oui, ça fait tout à fait sens. Ça fait tout à fait sens. Et donc, le sens généré par cette rationalisation me satisfait pour pouvoir continuer à vivre de cette manière. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, vous créez du sens à votre vie à la demande en fait. Dès qu'il vous arrive un truc, vous le rationalisez, vous le justifiez en fait. Et ça vous permet d'aller un petit peu n'importe où. Mais ça oublie vos émotions. Au fond, il y a un truc qui vous dit quand même, ouais, c'est pas ouf ce que je vis, quoi. C'est pas terrible. Ok, bon, mon père, il s'est fait taper dessus quand il était petit, il m'a tapé dessus aussi. Moi, je veux dire, ouais, mais moi, j'ai un truc au fond de moi qui me fait me sentir pas bien, j'ai envie d'explorer ça, j'ai envie de sortir ça de moi, etc. Donc, c'est bien sûr tout cet équilibre qu'il va falloir trouver entre vos émotions et le côté rationnel de votre esprit. Mais quand ça devient trop rationnel et qu'on oublie ses émotions, ça peut être dangereux aussi, autant que quand c'est l'inverse. 13e élément, le candide introverti. Description, timide et réservé, il n'ose pas s'affirmer face à la manipulation. Exemple, Léa, qui accepte toutes les demandes abusives de son ami parce qu'elle ne veut pas faire d'histoire. Léa, elle est trop gentille, tout simplement. Moi, c'est Léa, elle est trop gentille. Qu'est-ce qui t'arrive, Léa, ensuite? Tu as peur de te lancer dans une nouvelle relation parce que tu as peur qu'on abuse de toi, parce que tu n'as pas réussi à mettre de limites. L'hypersensible en point numéro 14. Description, il absorbe les remarques comme une éponge, ce qui le rend vulnérable aux critiques. Exemple, Marc, qui pleure
dès qu'on le critique, faut pas que je me moque de lui, et dont son partenaire pervers narcissique profite pour le contrôler. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est comme ça. Des fois, les hommes sont aussi faibles émotionnellement. Et en fait, nous, on nous pousse un petit peu à avoir cette image de on est des espèces de blocs. Vous savez, dans ces films et dans ces séries, quand il y a un personnage très masculin, type James Bond, voilà, qui est au centre, nous, on trouve ça un peu stylé. Ok, on trouve ça un peu stylé, on aimerait bien être comme lui. Et donc, des fois, on se rend compte que dans la vraie vie, on n'est pas exactement comme ça et qu'il y a des trucs qui peuvent nous toucher. Bon, je ne sais pas exactement quelles critiques font pleurer Marc, mais en tout cas, il a l'air assez sensible. C'est comme ça, il y a des gens qui sont sensibles. Donc, il y a des gens qui sont hyper sensibles. Donc, il faut qu'on en parle un petit peu. Je vais vous créer tout un segment sur cette hypersensible parce que c'est un sujet qui est très abordé, notamment dans les vidéos, et je trouve qu'il n'est pas bien expliqué parce qu'il est expliqué que d'un point de vue ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui va dire les hypersensibles sont juste des faibles, que ce soit hommes ou femmes, et ils exagèrent tout. Et comment dire, on peut rien leur dire. Ce qui, d'un point de vue, peut avoir l'air vrai, mais le problème c'est que c'est qu'une partie de l'histoire. Et on a l'autre partie de l'histoire qui est que les hypersensibles sont en mode où ils ressentent des trucs, etc. Et ils ressentent que les gens sont pervers narcissiques et qu'ils sont méchants, blablabla. Et la vérité, elle est des deux côtés. La vérité, c'est que les gens qui sont hypersensibles sont effectivement, ont une tendance à surréagir à certaines choses, c'est-à-dire à trop, je mets des guillemets, hein, trop réagir. Et les gens qui ne sont pas assez sensibles sont très cons. Sont très cons, ils n'en ont rien à faire des autres. Ils n'en ont rien à faire de la sensibilité des autres. Et les deux, en fait, sont... Comment est-ce que je pourrais dire ? Les deux sont extrêmes. Et le problème, c'est que pour arriver au milieu, c'est un travail. C'est-à-dire que pour la personne qui n'est pas sensible du tout, développer sa sensibilité, c'est un challenge. Et pour la personne qui est hypersensible, développer comment on pourrait dire, sa résistance, c'est aussi un problème. Moi, j'étais un peu hypersensible quand j'étais petit. C'est-à-dire, voilà, par exemple, si je imaginais à l'école, voilà, on me demandait une question et je ne savais pas répondre, je pleurais, quoi. Vous avez l'air un peu d'un gogol quand vous pleurez. Et ça m'a mis longtemps où j'ai dû apprendre comme ça à, genre, on me disait un truc, on me faisait une critique ou autre, ou genre, il y avait un truc que j'arrivais pas. Ça m'a mis longtemps à être en mode, genre, je pleurais plus, en fait. Et qu'est-ce qui se passe, du coup ? Au début, quand vous êtes hypersensible, quand vous apprenez un peu à résister à votre envie d'avoir l'émotion, vous êtes là en mode, l'émotion, elle se voit un petit peu, et vous êtes en mode, genre, comme ça, en mode, genre, moi, je le mime mal, évidemment, parce que ça me fait rigoler, mais vous êtes en mode un peu, genre, ça fait mal, etc. Je sais pas comment dire. Ça vous touche. Et le truc qui se passe au bout d'un moment, c'est que quand vous êtes hypersensible, vous développez le côté comique, où vous apprenez à rire un peu de vous-même, et je pense que ça vous aide. Parce que si vous êtes coincé dans votre hypersensibilité, le gros problème que vous allez aborder, c'est que, en fait, dans la vie, on tombe sur des gens pas sensibles des fois. Et ils vont vous dire des trucs qui sont même pas forcément faux. C'est ça le problème. Mais qui vont vous toucher énormément. Et le problème, c'est que ces gens-là qui sont pas sensibles du tout, ce sont des gens qu'on peut avoir de la chance de côtoyer parce que ce sont des gens qui peuvent nous dire la vérité que d'autres personnes n'oseraient pas dire. Donc il y a une valeur là-dedans. C'est comme le yin et le yang. Vous savez, dans le petit truc, là, la petite boule, il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien. Et bien c'est ça. C'est ça la leçon. C'est ça la leçon. Le dépendant affectif, 15e élément. Description, il cherche désespérément l'amour ou l'approbation, même au prix de son bien-être. Exemple, Chloé, qui reste avec un homme qui l'humilie parce qu'elle ne veut pas être abandonnée. Voilà, elle a encore peur de se retrouver seule, hein, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Le pacifiste éternel, description, il déteste les conflits et s'aide facilement pour préserver la paix. Exemple, Julien qui laisse sa femme contrôler tout, simplement pour éviter les disputes. Si tu veux la paix, tu dois préparer la guerre, Julien. Tu dois apprendre à te battre. Il ne faut pas que tu tapes ta femme, parce que c'est pas ça que je dis. Tu dois apprendre à réagir de manière proportionnée aux agressions qui te sont dirigées. Donc déjà, tu dois les reconnaître, ces agressions. Faut pas que tu sois en mode genre, comment est-ce que je pourrais dire, à surréagir ou à
ou à pas réagir du tout. Tu dois être capable, et c'est ça qui est difficile, de créer toujours une espèce de tension optimale dans la relation. C'est-à-dire que tu ne peux pas être mou et tu ne peux pas être giga tendu avec les gens dans ton interaction. Et tu vas avoir des moments où les gens vont te créer des tensions. Là, par exemple, on a des disputes qui se créent, des tensions. Tu laisses ta femme contrôler tout parce que tu crées pas de tension, en fait, t'es trop mou. Donc tu dois déjà dans un premier temps réfléchir à tout ce qui est important pour toi, parce que tu laisses ta femme contrôler tout, mais il y a peut-être des choses que tu as quand même envie de contrôler. Tu as peut-être envie de choisir comment tu t'habilles, tu as peut-être envie de choisir à quelle voiture vous allez acheter, tu as peut-être envie de choisir dans quelle école vous allez mettre vos gamins, j'en sais rien. Il y a des sujets qui te tiennent plus à cœur que d'autres. Et donc dans ces sujets-là, dans la conversation, tu dois créer de la tension. C'est-à-dire que tu vas devoir être capable de gérer cette tension dans l'échange. Et dans l'échange, quand il y a une discussion, et aussi sur la longueur, dans la durée, quand tu vas négocier avec tes proches l'échange qui va advenir. Parce que là, tu es avec ta femme, il y a un échange qui se crée. Et ben, tu vas devoir négocier au mieux, au lieu de te coucher comme ça sans arrêt. Donc, c'est rapport à la tension qu'il y a dans la relation. Tu dois apprendre à gérer la tension. Tu mets pas assez de tension. Tu es mou. 17e élément. Heureusement, ils n'existent pas, mes petits. Comment dire, c'est des exemples, hein, bien sûr. Donc, on peut leur mettre un peu de petites claques comme ça. Ça leur fait du bien un peu de se réveiller. 17e élément, le visionnaire idéaliste. Description: obsédé par un monde parfait. Il croit que chacun peut changer avec assez d'efforts. Amandine qui endure les mensonges de son meilleur ami en espérant qu'il apprendra avec le temps. Amandine, tu es crédule. Trop. Le rebelle en mal de reconnaissance. Description: il aime attirer l'attention et se retrouve piégé par ceux qui exploitent son besoin de validation. Exemple: Kevin qui tombe sous le charme d'une collègue manipulatrice qui le flatte constamment. Tu te fais avoir par ton ego, hein, là carrément, mon petit Kevin. Hein. Tu es victime de ton ego. Tu n'es même pas victime de ta collègue manipulatrice, tu es victime de ton ego. 19e élément, l'orphelin émotionnel. Ayant grandi dans un environnement instable, il tolère les relations toxiques par habitude. Exemple: Sabrina qui reste avec un homme violent parce qu'elle a connu pire dans son enfance. Calibrate of the past. C'est une phrase qu'un mentor que j'aime bien dit sans arrêt. Et ça veut dire grosso modo, oublie le passé. Crée pas ta vie aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Okay, c'est pas parce que dans le passé tu étais pauvre que tu dois toujours être pauvre. C'est pas parce que dans le passé tu te faisais maltraiter que tu vas devoir toujours te faire maltraiter dans ta vie, etc., etc., etc. C'est pas parce que dans le passé on t'a trahi que tu vas jamais pouvoir refaire confiance. Oublie le passé et recalibre-toi sans penser au passé. Calibre-toi avec le meilleur que tu puisses obtenir. Les gens, en fait, des fois, ils se rendent pas compte qu'ils pourraient obtenir beaucoup plus de la vie, mais ils sont dans des situations un peu nulles parce que... Comment est-ce que je pourrais dire ? Parce qu'ils sont dans leur vie, en fait. Ils sont coincés dans le fait de vivre par rapport à un contraste par rapport à ce qu'ils ont vécu avant. Donc, le truc, c'est que il y a des gens que vous allez rencontrer dans votre vie qui sont pas du tout calibrés de la même manière que vous et potentiellement qui vivent quelque chose de bien plus enrichissant que ce que vous vivez. Et ça peut vous paraître tellement en dehors de votre cadre de référence que vous pouvez vous dire limite ça n'existe pas ou ça n'est pas pour moi, etc. Mais le fait est que, pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que vous mériteriez pas qu'on vous traite bien ? Pourquoi vous mériteriez pas d'être riche ? Pourquoi vous mériteriez pas d'avoir un bon entourage, de vivre dans un bel endroit, dans une belle maison, d'être en bonne santé, etc. Se calibrer en dehors de notre passé. 20e élément, l'altruiste sans limite. Description: il donne sans compter, même à ceux qui le détruisent. Vincent, ok Vincent, on va falloir qu'on discute là, qu'est-ce que tu fais ? Vincent qui continue d'aider financièrement son ex-manipulatrice, même après leur séparation. On appelle ça un simp, Vincent, arrête de lui donner tes thunes, ok ? Pourquoi tu lui donnes de l'argent même après leur séparation ? Je veux dire, si t'es pas obligé, si t'as pas de trucs, comment ça s'appelle ?
c'est en anglais le mot, j'ai plus en français. Si t'as pas de pension alimentaire, voilà, pourquoi tu lui donnes des sous? Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas un truc où tu dois l'aider parce que c'est ton rôle. Mais là encore, Vincent, en fait, il s'est mis dans le rôle où il se dit, je dois l'aider. Alors déjà, c'est ton ex manipulatrice. Déjà, c'est ton ex, donc vous n'êtes plus ensemble, ok? Bon. Ensuite, elle est manipulatrice, et toi, tu lui donnes encore des sous. Vincent, c'est ce qu'on appelle un échange injuste ou pas équitable, c'est tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer là, Vincent. Arrête tes bêtises, arrête de donner tes sous à ton ex manipulatrice. Tu prends tes sous, tu prends un abonnement Basic Fit, tu deviens costaud, ok, tu fais des trucs pour avoir l'air un peu plus, comment on pourrait dire, attirant aux yeux de la gente féminine, et tu arrêtes de te soumettre à ton ex manipulatrice. Tu vas en trouver une autre, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Sûrement déjà que c'est ton ex parce qu'elle était manipulatrice. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de limite en fait. Le truc qui va se passer, c'est que les gens vont sentir ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir qu'ils vont aller plus loin, et plus loin, et plus loin, et plus loin, et plus loin. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de tension. Tu ne crées pas de tension, Vincent. Tu dois créer de la tension. Tu dois créer de la tension. Tu dois négocier avec les gens. Si tu ne négocies pas, tu vas te faire grailler, tu vas te faire bouffer. On se fait les 20 types de pervers narcissiques. J'espère que la vidéo vous plaît. Normalement, je fais pas trop des vidéos aussi longues, mais honnêtement, là, j'ai rien d'autre à faire de spécial. Donc, on va faire des vidéos longues. Hein. On va faire des vidéos longues, ça va vous faire des petites vidéos un petit peu sympas. Et vous allez, j'espère, apprendre des trucs. J'espère que vous allez apprendre des trucs. Les 20 types de pervers narcissiques. Premier élément, le charmeur d'audience. Le charmeur d'audience. Eric est le roi des soirées. Tout le monde l'adore. Mais chez lui, il critique et rabaisse constamment sa compagne, qui doute de ses propres perceptions. Qu'est-ce qu'on a exactement là? On a une vidéo trop longue, j'ai la flemme de faire la suite. On a une vidéo trop longue, je ferai la suite une autre fois. Parce que déjà, il y a une vidéo de presque 1 heure, c'est bien. Voilà, désolé si vous pensiez qu'il y avait une deuxième partie à la vidéo, il n'y en a pas. Si vous voulez vraiment la suite, allez faire le programme Les Secrets des pervers narcissiques, qui est sur mon site, il est gratuit. Parce que pour le coup, ça va ressembler pas mal d'ailleurs à la suite de cette vidéo, sauf que c'est un programme un peu plus premium. Vous aurez d'ailleurs dans ce programme gratuit un code promo, si vous voulez acheter quelque chose sur la boutique, vous avez droit à 10 € avec le code promo AMOUR. Bon, même là, vous avez le code promo AMOUR maintenant, je vous l'ai dit, donc vous pouvez prendre des choses sur la boutique. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme conclusion? Parce que quand même, voilà, je ne peux pas trop partir sans faire de conclusion, quand même pas très poli, hein, quand vous êtes youtubeur, des pervers narcissiques, faut faire des conclusions quand même. Premier élément, deuxième élément, il y a eu 20 éléments. On se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes pour mettre des limites. On se rend compte qu'il y a trop d'optimisme, trop de je veux soigner l'autre, je veux aider l'autre, je n'ose pas m'affirmer, je n'ose pas dire non, j'ai peur de me retrouver seul, lui spécial, intellectuel avec ses trucs rationnels. Mais en fait, il y a quand même un petit peu un côté... Vous créez pas cette tension dans la relation, vous savez pas négocier. Moi, quand je me suis rendu compte que quand j'étais petit, trop sensible et que je me faisais bouffer par les autres, une des premières choses que j'ai faites, c'est que je me suis intéressé au commerce. Et j'ai appris à commercer avec les gens parce que le commerce, c'est la négociation. Et donc, vous avez un truc, l'autre personne a un truc et vous devez faire l'échange qui vous arrange le plus possible. Et si possible, bien sûr, que l'autre personne soit satisfaite. Donc ça va gérer de la tension. Ça gère de la tension. Parce que qui dit commerce, qui dit négociation, dit conflit en fait. Donc on se rend compte que dans nos profils types de victimes de pervers narcissiques, il y a un problème à aborder le conflit, qui pourtant est central dans l'existence. Vous n'y échapperez pas. Et le plus vous essayez de le fuir, le plus vous allez vous faire bouffer. Donc il va falloir apprendre à négocier. De toute façon, je ne vous cache pas, tout le monde négociera avec vous. Votre patron ou votre gamin, tout le monde négociera avec vous. Tout le monde négociera avec vous. Vous aurez à le faire. Vous aurez à le faire. Donc, ça se crée à partir de la tension. Et cette tension, parce que j'utilise ce mot, la tension exactement, cette tension, c'est la capacité à se positionner face à l'autre avec des demandes, avec une proposition, avec des demandes et des propositions, et à rester là sur votre place et à faire en sorte que ce que vous demandez, on vous le donne, et ce que vous avez à donner,
vous le donniez aussi, mais il faut que tout cet échange se fasse de manière, comment est-ce que je pourrais dire, comment est-ce que je pourrais dire, simultanée. C'est-à-dire que si vous vous donnez trop et que la personne en fait elle vous donne quasiment rien, c'est parce que vous ne savez pas comment gérer l'attention. Il faut que simultanément vos relations soient un échange perpétuel et qu'il y ait une tension que vous arriviez à maîtriser. C'est-à-dire que le but c'est pas d'écraser les autres, ça créerait trop de tension, et de ne pas se faire écraser non plus. Vous seriez trop mou ou trop molle. Donc vous voyez un peu ce dont je parle. Vous voyez ce dont je parle. Et il y a l'échange comme ça qui se fait tac au quotidien, encore. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et puis, ça continue tant que ça vous satisfait. Et quand vous en avez marre, vous renégociez ou vous partez, tout simplement. Que puis-je rajouter? Rien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Merci pour votre confiance. Et on se retrouve très vite dans la prochaine. Ciao tout le monde.